Ma femme est rentrée à la maison, rayonnante après un rendez-vous avec son amant, pour découvrir que les enfants et moi étions partis. Non, non, juste le silence. Elle n'avait aucune idée que cette maison vide n'était que la première étape d'un plan préparé minutieusement pendant 4 mois. Et elle n'a rien vu venir de la suite. Je m'appelle Malcolm Harrington. Tout le monde m'appelle Mal. J'ai 45 ans et je suis directeur régional des ventes pour une entreprise qui vend des équipements industriels, des convoyeurs, des compresseurs, des systèmes hydrauliques, principalement à des usines de fabrication à travers le Midwest. Ce n'est pas un travail glamour, mais j'y excelle. J'ai bâti cette carrière en partant de zéro. J'ai commencé comme représentant sur le terrain, conduisant une vieille Chevy cabossée pour me rendre chez des clients dans l'Indiana et l'Ohio, gravissant les échelons pendant 17 ans. Je sais lire à travers les gens. Je sais quand un accord est sur le point de capoter avant même que l'autre partie ne s'en rende compte. C'est juste que je n'ai pas appliqué ces mêmes compétences à la maison. Jolene et moi nous sommes rencontrés lors d'un barbecue du 4 juillet chez un ami, à l'époque où j'avais 28 ans. Elle en avait 20, les yeux pétillants, et riait de quelque chose à l'autre bout du jardin quand je l'ai remarqué pour la première fois. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, puis nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Columbus. Et pendant très longtemps, vraiment très longtemps, les choses étaient solides. Nous avons acheté une maison dans une banlieue de Cincinnati. Nous avons eu 2 enfants, Lily, qui a 7 ans maintenant, et Owen, qui vient d'en avoir 5. J'ai été l'entraîneur de l'équipe de T-ball d'Owen au printemps dernier. Je n'ai jamais manqué les pièces de théâtre de l'école de Lily. J'étais présent. C'est la partie qui me pique encore quand j'y repense. J'étais sincèrement et pleinement là, mais à peu près au moment où Jolene a accepté un poste de coordinatrice marketing dans une entreprise de logistique de taille moyenne, quelque chose a changé. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Elle a commencé à rentrer plus tard. Pas tous les soirs, mais juste assez souvent pour que je le remarque. Elle a rejoint un groupe de développement professionnel qui se réunissait le jeudi soir. Elle a commencé à verrouiller son téléphone et à le poser face contre table chaque fois qu'elle passait la porte. De petites choses. Le genre de choses auxquelles on peut trouver une excuse une par une, mais qui, mises bout à bout, forment une silhouette qu'on n'a pas envie de regarder en face. Je me souviens d'un soir d'octobre. Je suis rentré vers 18h30 pour trouver les enfants ayant déjà mangé, parqués devant la télé, et Jolene dans la chambre, la porte à moitié fermée, en train de rire au téléphone. Elle s'est arrêtée quand j'ai poussé la porte. Le rire s'est éteint brusquement. « C'est qui ?» ai-je demandé, en gardant une voix détendue. « Juste une copine du travail », a-t-elle répondu en posant le téléphone face contre la table de nuit. « Le dîner est dans le frigo si tu as faim. » Et c'était tout. Aucune autre explication. J'ai fait réchauffer les pâtes, je me suis assis avec les enfants et je me suis dit que je me faisais des films pour rien. La vérité, c'est que j'avais déjà commencé à remarquer le nom de Donovan Pierce flotter dans notre maison. Il était le directeur de son département. Je l'avais entendu le mentionner quelquefois dans un contexte neutre et professionnel, mais ensuite j'ai remarqué qu'elle le mentionnait de moins en moins, et cette absence me paraissait plus bruyante que ses mentions passées. Je ne suis pas du genre à perdre les pédales. Je ne fais pas les 100 pas dans la cuisine à 2 heures du matin en imaginant les pires scénarios. Je ne suis pas fait comme ça. Mais je suis minutieux. J'ai passé 20 ans dans la vente à apprendre à ne jamais entrer dans une pièce sans savoir ce qui m'y attend. Alors, quand mon instinct m'a dit que quelque chose clochait, je n'ai pas paniqué. J'ai commencé à faire attention. En novembre, j'avais accumulé suffisamment de petites observations pour prendre une décision. Je n'allais pas retourner la maison sur la base d'un simple pressentiment. J'avais besoin de faits. Et pour obtenir des faits, j'avais besoin d'aide. J'ai appelé une femme nommée Vivian Marsh un mercredi après-midi, depuis ma voiture, sur le parking de l'usine d'un client à Dayton. Elle m'avait été recommandée par un avocat avec qui j'avais fait un travail contractuel des années auparavant. Une femme à poigne, ancienne inspectrice de police, la cinquantaine, avec le genre de voix qui vous fait comprendre qu'elle a vu bien pire que votre situation et qu'elle a su gérer. Elle a écouté ce que j'avais à dire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé 2 questions. Depuis combien de temps ça dure? Je ne sais pas, lui ai-je dit. C'est en partie ce que j'ai besoin de découvrir. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, laissez-moi 2 semaines. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai aidé Owen à prendre son bain,
j'ai lu un chapitre de livre à Lily, et je les ai embrassés tous les deux pour leur souhaiter bonne nuit. Jolene était déjà endormie, ou faisait semblant de l'être. Quand je suis allé me coucher, je suis resté là dans le noir, fixant le plafond, pensant à tout ce que j'avais construit et à toutes les façons dont cela pouvait s'effondrer. Je n'étais pas encore en colère. J'étais encore dans cet état froid et prudent, celui où un homme se réfugie quand il sait ce qui arrive, mais refuse de s'effondrer avant que la tempête ne frappe. Cette partie-là viendrait plus tard. Vivian Marsh m'a appelé un mardi après-midi, 11 jours après que je l'ai engagé. J'étais en réunion avec un client à Indianapolis quand mon téléphone a vibré. Je me suis excusé, je suis sorti dans le couloir et j'ai pris l'appel, debout à côté d'un extincteur fixé sur un mur en parpaing. « Vous avez le temps de parler ?» a-t-elle demandé. « Donnez-moi 5 minutes, ai-je répondu. J'ai conclu la réunion plus vite que je n'aurais dû, j'ai marché jusqu'à ma voiture de location et je me suis assis dans le parking, moteur éteint. Quand je l'ai rappelé, elle n'a pas gaspillé ses mots. « Vos instincts étaient bons », a dit Vivian. Donovan Pierce. Il est son supérieur direct au cabinet, directeur des opérations. Il se voit en dehors du bureau depuis au moins 4 mois, probablement plus. J'ai des photos, des lieux, des dates. Un hôtel près de l'île 71 près de Charonville, 2 fois. Un restaurant à Hyde Park. 3 fois. Jeudi soir dernier, ils étaient ensemble pendant un peu plus de 2 heures pendant que vous étiez apparemment à l'entraînement de Tebald Owen. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je le savais déjà, mais le savoir et l'entendre confirmer à voix haute sont 2 choses complètement différentes. Il y a autre chose, a poursuivi Vivian. J'ai sorti des dossiers RH publics et j'ai fouillé grâce à un contact au Conseil du travail de l'Ohio. Jolene a reçu 3 augmentations de salaire au cours des 22 derniers mois. Les sauts sont, disons, inhabituels. 14%, puis 9%. Puis 12%. Tous approuvés par Pierce. Aucune documentation sur ses performances n'a été versée au dossier pour justifier ces taux. Ce n'est pas une coïncidence, mal. C'est un schéma récurrent. J'ai fait le calcul dans ma tête. 3 augmentations totalisant environ 35% en moins de 2 ans sur le salaire de base de Jolene. Cela représentait environ $38 000 de rémunération annuelle supplémentaire, de l'argent qui avait afflué sur notre compte joint sans que je n'ai aucune idée de ce à quoi il était réellement lié. Et Pierce, ai-je dit, il est marié? Très marié, a répondu Vivian. Sa femme s'appelle Carla. 2 enfants, tous les 2 au collège. Elle n'en a aucune idée, d'après ce que je peux voir. J'ai digéré l'information une seconde. Une autre famille, une autre personne qui avançait dans le noir. Envoyez-moi tout, ai-je dit. C'est déjà en route. Fichier crypté, mot de passe envoyé dans un message séparé. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis, je suis resté assis dans ce parking pendant 20 minutes, à fixer le pilier en béton devant moi. Je n'allais pas m'effondrer dans une voiture de location à Indianapolis. Ce n'était pas une option, mais j'avais besoin de ces 20 minutes pour laisser tout le poids de la situation retomber avant de reprendre l'autoroute. J'ai pris l'avion pour rentrer ce soir-là. Jolene avait déjà couché les enfants quand je suis arrivé. Elle m'a accueilli dans la cuisine, s'est versé un verre de vin, m'a posé des questions sur mon voyage. Normal, détendu, le genre de performance qui demande soit un sacré culot, soit une absence totale de conscience. Je lui ai dit que la réunion s'était bien passée. Je lui ai demandé comment avait été sa journée. Elle a dit qu'elle avait été chargée, que son département clôturait un gros trimestre. J'ai hoché la tête et dit que c'était super. Puis je suis monté, j'ai embrassé mes 2 enfants sur le front et je suis resté allongé dans le noir pendant un long moment. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Patricia Owens, quelqu'un qui m'avait été recommandé par le conseiller juridique de mon entreprise. J'ai pris rendez-vous pour une consultation la semaine suivante. Je lui ai dit que j'avais besoin de comprendre mes options avant de faire le moindre geste. Elle m'a dit que c'était intelligent. Ne la confrontez pas. Ne déplacez pas d'argent. Ne changez rien pour le moment, m'a-t-elle dit. Laissez-moi d'abord voir ce que vous avez. J'ai suivi ce conseil à la lettre. Pendant les 10 jours suivants, je suis resté le même mal que j'avais toujours été à la maison, présent, d'humeur égale, impliqué avec les enfants. Jolene n'avait aucune idée que le sol était déjà en train de se dérober sous ses pieds.
Il y a un moment de cette période qui me revient sans cesse en mémoire. Un samedi après-midi, tous les quatre à la table de la cuisine en train de faire un puzzle avec Owen, un de ces gros puzzles en bois avec des animaux de la ferme. Lily donnait des ordres à tout le monde sur l'endroit où allaient les pièces. Jolene riait. Je la regardais rire et je pensais, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que j'avais enfin arrêté de me mentir sur ce qui était réel. J'ai aussi passé du temps ces soirs-là à examiner nos comptes financiers communs plus attentivement que je ne l'avais jamais fait. Ce que j'ai trouvé, en plus du rapport de Vivian, m'a fait serrer les mâchoires. Au cours des 16 derniers mois, Jolene avait effectué des retraits d'espèces réguliers, jamais plus de $600 à la fois, toujours à des distributeurs automatiques différents, toujours les jours où je voyageais pour le travail. Le total que j'ai calculé s'élevait à un peu plus de $41 000. Cet argent n'avait pas servi à payer l'hypothèque. Il n'avait pas servi à faire les courses ou à payer les activités des enfants. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il était passé, mais j'avais le fort soupçon qu'il était allé au même endroit qu'elle lors de ces jeudis soirs. J'ai ajouté ce chiffre à mes notes et je l'ai envoyé à Patricia Owens. Puis je suis redescendu aider Owen à construire une tour de cubes jusqu'à l'heure du coucher. Patricia Owens avait été claire avec moi. Ne révélez pas votre jeu avant d'être prêt à abattre toutes vos cartes en même temps. Alors j'ai attendu. J'ai observé. J'ai gardé un visage neutre et une voix posée. Et j'ai laissé Jolene croire qu'elle menait toujours la danse. L'opportunité s'est présentée un vendredi à la fin du mois de novembre. Au petit déjeuner, Jolene a annoncé qu'elle avait prévu une soirée entre filles. Son amie Dana et quelques femmes de son bureau. Dîner et verre en centre-ville. Ça finira probablement tard, a-t-elle dit avec juste ce qu'il faut de désinvolture, comme on le fait quand on a répété son discours. Pas de problème, lui ai-je répondu en versant des céréales à Owen. Je vais emmener les enfants passer la nuit chez papa et maman. Ça te laissera la maison pour toi toute seule. Elle a levé les yeux de son téléphone. Juste une lueur. Une demi-seconde de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Du soulagement, peut-être. Ou le début d'un plan qui se mettait en place. C'est adorable, a-t-elle dit. Tu es sûr? Absolument, ai-je répondu. J'ai passé cette journée au travail à repasser tout en revue une dernière fois dans ma tête. Les photos de Vivian, le cadre légal de Patricia, les relevés bancaires, les $41 000. J'avais tout ce dont j'avais besoin. À 16 heures, j'ai installé les enfants dans mon SUV, je les ai conduits chez mes parents à Loveland et j'ai dîné avec ma mère et mon père. Ma mère n'arrêtait pas de m'observer à travers la table, de la façon dont elle le faisait depuis que j'avais 12 ans, comme si elle pouvait lire sur mon visage à travers un mur de briques. Quand je l'ai aidée à débarrasser la table, elle a posé sa main sur mon bras. Malcolm, a-t-elle dit doucement. Quoi qu'il se passe. Tu sais qu'on est là. Je sais, maman, lui ai-je dit. C'est exactement pour ça que les enfants sont ici ce soir. Elle n'a rien demandé de plus. Elle a juste hoché la tête et serré mon bras. Je ne suis pas retourné à la maison. C'était le but. J'ai pris une chambre dans un hôtel près de l'aéroport, j'ai commandé un service d'étage auquel j'ai à peine touché, et je me suis assis au petit bureau près de la fenêtre, passant en revue mes notes une dernière fois. Dehors, Cincinnati bourdonnait comme si de rien n'était. À l'intérieur de cette chambre, tout était différent. À minuit 32 du matin, mon téléphone a vibré. Un texto de Jolene. Où es-tu? La maison est vide. Les enfants, j'ai attendu 4 minutes avant de répondre. Pas pour être cruel, mais parce qu'un homme qui répond en 30 secondes a l'air d'un homme qui attendait désespérément près de son téléphone. Je n'étais pas cet homme-là. Les enfants sont chez papa et maman. En sécurité. Nous devons parler demain matin. Je passerai à 9 heures. 3 petits points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Mais qu'est-ce qui se passe, Mal? J'ai posé le téléphone face contre le bureau et je suis allé me coucher. Elle avait toute la nuit pour méditer sur cette question. La maison vide, le silence, ce seul texto resté sans réponse sur son écran. Je voulais qu'elle ressente le poids de l'incertitude. Le même poids que je portais depuis 4 mois. Je suis arrivé à la maison à 9 heures précises le lendemain matin. Jolene était déjà debout, assise à la table de la cuisine dans les mêmes vêtements que la veille. Une tasse de café froide devant elle.
Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Elle n'avait probablement pas dormi. Je me suis assis en face d'elle, j'ai posé mon téléphone sur la table avec la première des photographies de Vivian déjà affichées à l'écran, et j'ai dit, je vais te montrer quelque chose. Et ensuite on va avoir une conversation honnête. Probablement la première que nous aurons eue depuis plus d'1 an. Les couleurs ont quitté son visage avant que je ne prononce un autre mot. C'est le Hampton Inn, près de l'île 71, ai-je dit. Le 4 novembre. Tu m'avais dit que tu travaillais tard ce soir-là. J'étais à l'entraînement d'Owen. J'ai fait glisser vers la photo suivante. Le Hyde Park Grill, le 18 octobre. Tu as dit que tu étais avec Dana. Elle a ouvert la bouche. J'ai continué. Vivian Marsh a documenté cette rencontre en 4 semaines. J'ai les dates, les heures, les lieux. J'ai aussi tes relevés bancaires. Jolene. Les retraits en espèces remontant à 14 mois. 41 000 $. Et j'ai la preuve de 3 augmentations de salaire approuvées par Donovan Pierce qui n'ont aucune justification de performance dans ton dossier. Je me suis adossé à ma chaise. Alors avant que tu ne me dises quoi que ce soit, comprends bien que je connais déjà les grandes lignes. Je te donne la chance d'être honnête, car après aujourd'hui, cette fenêtre se referme. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis sa mâchoire s'est crispée. Tu m'as fait suivre, a-t-elle dit, sa voix devenant basse et tranchante. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner. J'ai rassemblé des preuves de quelque chose que tu me cachais activement, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Je peux expliquer. Alors explique les 41 000 $, ai-je dit. Commence par là. Elle n'a pas pu. Elle a regardé le sol et j'ai vu sa ligne de défense s'effondrer pièce par pièce, et j'ai ressenti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La certitude froide et claire d'un homme qui sait exactement où il se tient. Ce matin-là était le début, pas la fin. Le silence après avoir exposé les preuves était la chose la plus bruyante que j'ai entendue depuis des années. Jolene était assise sur ce canapé, fixant le sol, et j'ai laissé le silence faire son travail. Je n'ai pas essayé de combler le vide. Je n'ai pas adouci les angles. J'ai juste attendu. Finalement, elle a levé les yeux. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps, ai-je dit. Ce que je veux savoir, c'est depuis combien de temps ça dure. Elle a hésité, pinçant les lèvres. 8 mois, a-t-elle dit. Enfin. Peut-être un peu plus longtemps. J'ai hoché la tête une fois. Cela correspondait aux estimations de Vivian. Et l'argent, mal l'argent, a dit Jolene en expirant lentement. Des hôtels, des dîners, un week-end en septembre. J'utilisais de l'argent liquide pour qu'il n'y ait pas de traces sur la carte. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que cette explication soit perçue différemment de la façon dont elle l'a été. Donc, tu as planifié tout ça, ai-je dit. Ce n'est pas quelque chose qui est juste arrivé. Tu as planifié les retraits, planifié les alibis, planifié ton emploi du temps pendant 8 mois. Elle ne l'a pas nié. C'était presque pire que si elle l'avait fait. Ce qui est venu ensuite était la partie à laquelle je m'étais préparé. Elle a pivoté, passant de la défensive à l'offensive, comme le font les gens quand ils n'ont plus rien à défendre. Tu n'étais jamais là, Mal, a-t-elle dit, sa voix se durcissant. Même quand tu étais dans la maison, tu n'étais pas là. Toujours au téléphone, toujours en train de penser au prochain contrat, au prochain client. Tu sais combien de dîners tu as manqué l'année dernière? Combien de fois j'ai essayé de te parler et tu étais déjà à moitié ailleurs? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, j'ai manqué 4 dîners l'année dernière. J'ai un calendrier. Et chaque fois que tu voulais parler, j'étais disponible. Tu ne voulais juste pas parler de ça. J'ai fait une pause. Si tu étais malheureuse, Jolene, je méritais de le savoir. Nous aurions pu aller voir un conseiller conjugal. Nous aurions pu avoir des conversations difficiles. Ce que tu n'avais pas le droit de faire, c'est prendre 41 000 $ du compte de notre famille, les dépenser pour un autre homme. Puis me dire que c'est de ma faute. Elle a détourné le regard. Quelque chose a vacillé dans son expression. Pas exactement de la culpabilité, mais la reconnaissance qu'elle n'allait pas gagner cette dispute avec ces arguments-là. Alors, on fait quoi maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, on fait les choses correctement, ai-je dit.
Pour Lily et Owen, on fait ça comme des adultes. J'ai déjà parlé à un avocat. Je ne cherche pas la guerre. Mais je ne vais pas non plus faire comme si de rien n'était. On va lancer la procédure de divorce. On divisera les choses équitablement et on trouvera un accord de garde qui fonctionne pour les enfants. Tu ne vas même pas essayer, sa voix s'est légèrement élevée. Tu vas juste y mettre fin, comme ça. C'est toi qui y as mis fin, Jolene, ai-je dit en gardant ma voix posée. Il y a 8 mois, peut-être plus. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là. Et je veux être juste à ce sujet, parce que je ne pense pas que ces larmes étaient fausses. Je pense qu'une partie d'elle n'avait sincèrement pas pensé à ce à quoi ressemblerait le revers de la médaille. Mais je n'allais pas me laisser émouvoir par ça non plus. J'avais passé assez de nuits seule avec le poids de ce qu'elle avait fait pour savoir que ma compassion avait des limites. J'ai ensuite suggéré une thérapie de couple. Non pas pour sauver le mariage, mais parce que mon avocate l'avait recommandé comme moyen d'établir notre bonne foi dans la procédure, et parce que je pensais que cela nous aiderait à mieux communiquer pour le bien des enfants. Jolene a accepté à contre-cœur. La thérapeute que nous avons consultée était une femme nommée Dr Helen Pierce. Elle était calme et mesurée, ce que j'ai apprécié. Mais lors de notre deuxième séance, lorsqu'elle a dit avec prudence et professionnalisme qu'elle pensait qu'il valait la peine d'explorer si mon indisponibilité émotionnelle avait contribué à la distance dans notre mariage, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai juste dit très calmement, ma femme a passé 8 mois à me mentir, a retiré 41 000 $ du compte de notre famille et a eu une liaison avec son supérieur hiérarchique marié. J'aimerais comprendre comment mon emploi du temps a pu jouer un rôle dans cette décision. Le docteur Pierce a commencé à répondre, mais je me suis levé, je l'ai remercié pour son temps et je suis sorti. J'ai trouvé le docteur Raymond Hull grâce à un réseau de soutien aux vétérans avec lequel mon père m'avait mis en contact. Hull avait 58 ans, c'était un ancien de l'armée, bâti comme un homme qui n'a jamais arrêté le travail manuel. Il s'est assis en face de moi dans son bureau et a écouté toute l'histoire sans suggérer une seule fois que j'examine mon rôle dans les choix de Jolene. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit, « Vous n'êtes pas la cause de tout ça. Vous n'auriez pas pu l'empêcher. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez construire ensuite. » C'était la première fois en 2 mois que j'avais l'impression de pouvoir respirer. Patricia Owens m'a appelé un lundi matin, avec ce ton si particulier qu'utilisent les avocats lorsqu'ils ont trouvé quelque chose d'important et veulent l'annoncer de manière contrôlée. Mal, j'ai besoin que vous passiez me voir cette semaine. Il y a quelque chose dans la déclaration financière que vous devriez voir en personne. J'ai libéré mon mardi après-midi et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Le bureau de Patricia était au 14e étage d'un immeuble de la 5e rue. Propre, ordonné, le genre d'espace qui vous indique que la personne qui le gère ne perd pas de temps. Elle a servi du café sans demander, a fait glisser un dossier sur le bureau et m'a laissé lire avant de parler. Le document du dessus était un rapport de solvabilité. Celui de Jolene, obtenu dans le cadre de la procédure standard de communication des pièces pour le divorce. J'ai balayé l'en-tête, l'historique du compte, la section des remarques péjoratives. Elle a déposé le bilan pour faillite personnelle, ai-je dit. Chapitre 7. Patricia a confirmé. Il y a 7 ans. 14 mois avant votre mariage. J'ai reposé le rapport avec précaution. Elle ne me l'a jamais dit. Non, a dit Patricia. Et voici pourquoi cela compte pour vous spécifiquement. Quand vous avez refinancé la maison il y a 3 ans, le prêt a été structuré en partie sur son profil de crédit en tant que co-emprunteur. La banque a fait une vérification de base. Pas un historique complet. La faillite était prescrite et n'apparaissait plus dans la fenêtre d'examen standard à ce moment-là. Mais le schéma sous-jacent est pertinent. Son ratio d'endettement au moment du refinancement a été faussé sur la demande. Votre avocat lors de la signature aurait dû le signaler. Il ne l'a pas fait. Je me suis adossé à ma chaise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela signifie que nous avons un moyen de pression supplémentaire dans le partage des biens, a déclaré Patricia. Cela signifie aussi que vous devriez savoir exactement qui vous avez épousé. Le tableau financier complet. Elle est entrée dans ce mariage avec un passé qu'elle a délibérément dissimulé. J'ai alors pensé à la lettre. Celle dont je n'avais pas encore parlé à Patricia. 2 soirs plus tôt, j'avais fouillé dans une boîte de rangement dans la chambre d'amis, le genre de boîte qui s'accumule au fil des années de mariage et n'est jamais complètement déballée.
Au fond, sous une pile de vieilles cartes d'anniversaire et un cadre photo cassé, j'avais trouvé une enveloppe adressée à l'ancienne colocataire d'université de Jolene. Elle n'était pas scellée. Elle était datée de 14 mois avant notre mariage. Je l'avais lue une fois, puis pliée et rangée dans le tiroir de mon bureau. C'était une lettre que Jolene avait écrite à son amie à propos de moi, de nous, de la relation qu'elle envisageait de rendre permanente. La phrase qui me revenait sans cesse en tête était « Il est solide, Karen. Stable, un bon revenu, une bonne famille. » Je pense que c'est le choix intelligent. Pas un mot sur l'amour. Pas un mot sur la vie qu'elle voulait construire. Juste une évaluation froide et lucide de ce que je représentais sur un bilan. Je n'avais pas été un mari pour elle. J'avais été une stratégie financière. J'ai parlé de la lettre à Patricia. Elle l'a ajoutée au dossier. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de Denny, le grand frère de Jolene. Il m'avait déjà contacté une fois, brièvement, mais cette fois-ci, il a été direct. « J'ai besoin de te voir », a-t-il dit. « Pas à la maison. Dans un endroit neutre. » Nous nous sommes retrouvés dans un dîner à Blue Ash le lendemain soir. Denny avait 43 ans, de larges épaules, et se tenait toujours comme le marine qu'il avait été pendant 8 ans. Il a commandé un café noir et n'y a pas touché. « Je suis au courant pour Pierce », a-t-il dit. « Je le sais depuis un moment. J'ai attendu. » Elle m'a montré un texto de lui en août. Sans le faire exprès. On était assis à la table de la cuisine chez maman et son téléphone s'est allumé. J'en ai vu assez. Il a enroulé ses 2 mains autour de la tasse. Je lui ai dit d'y mettre fin. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires. J'aurais dû t'appeler à ce moment-là, mal. Je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est de ma faute. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Il était sincère. La culpabilité se lisait clairement sur son visage et elle était authentique. « Pourquoi tu me le dis maintenant ?» ai-je demandé. « Parce qu'elle est sur le point de dire à son avocat que tu étais émotionnellement déconnecté du mariage », a-t-il dit. Et je ne vais pas laisser passer ça sans dire ce que j'ai réellement vu. Je t'ai observé avec ses enfants à Thanksgiving l'année dernière. Je t'ai observé avec elle. Tu n'étais pas absent. Elle, oui. Il a fait une pause. Je témoignerai si on en arrive là. Je l'ai remercié, et je le pensais vraiment. Nous sommes restés assis là encore quelques minutes sans avoir grand-chose de plus à nous dire. Et quand nous nous sommes levés pour partir, il m'a serré la main et l'a tenue un instant plus long qu'une simple poignée de main ne l'exige. Ce soir-là, j'ai aussi découvert par l'intermédiaire de Vivian, qui avait continué à tirer sur quelques fils restants, que les parents de Jolene avaient rencontré Donovan Pierce lors d'un dîner d'anniversaire pour la mère de Jolene en septembre. Pierce était apparemment passé brièvement, présenté comme un collègue. Il ne m'avait rien dit, pas un mot. J'ai appelé ma belle-mère ce soir-là. J'ai fait court. Vous saviez, ai-je dit. Un long silence. Puis, mal, ce n'était pas à nous de nous en mêler. Vous avez raison, ai-je répondu. Ce n'était pas à vous, et ce qui va suivre non plus. J'espère que Jolene a un endroit où rester, parce que je pense que c'est la dernière conversation que vous et moi allons avoir avant très longtemps. J'ai raccroché, je me suis servi 2 doigts de bourbon et j'ai commencé à rédiger des notes pour Patricia sur tout ce que Denny m'avait dit. L'audience préliminaire devant le tribunal des affaires familiales était programmée pour un jeudi de janvier. Je portais une veste et une cravate, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que la façon dont un homme se présente dans une pièce en dit long sur le sérieux avec lequel il prend ce qui se trouve devant lui. L'avocat de Jolene était un homme nommé Jeffrey Rask. Élégant, la quarantaine bien entamée, le genre d'avocat spécialisé dans l'art de formuler des arguments raisonnables pour défendre des positions déraisonnables. Sa plaidoirie d'ouverture s'est fortement appuyée sur le discours selon lequel j'aurais été émotionnellement indisponible, concentré sur ma carrière au point de faire preuve de négligence, et que Jolene avait été la principale responsable des 2 enfants tout au long du mariage. Patricia l'a laissé finir. Puis, elle a présenté une réponse en 3 parties. Premièrement, elle a présenté la déclaration écrite de Denny, dans laquelle il décrivait en termes précis et datés ce qu'il avait observé au cours de l'année écoulée. Le comportement secret de Jolene, le SMS qu'il avait vu en août, et sa propre évaluation de mon implication auprès de Lily et Owen. Deuxièmement, elle a soumis une documentation que je constituais depuis 3 ans sans même savoir que j'en aurais besoin un jour,
un journal de bord tenu sur le calendrier de mon téléphone, recensant chaque événement scolaire, rendez-vous médical, entraînement, spectacle et routine du coucher auquel j'avais été présent. 1002 entrées. Rask a regardé la feuille imprimée et n'a rien dit. Troisièmement, elle a soulevé la question des 41 000 $ de retrait en espèces non justifiés et a demandé à la partie de Jolene d'expliquer où cet argent était passé. Rask a demandé plus de temps pour répondre. La juge, une femme au début de la soixantaine avec l'expression de quelqu'un qui a vu toutes les déclinaisons possibles de ce genre d'audience, leur a accordé 2 semaines. À l'extérieur de la salle d'audience, Jolene a croisé mon regard dans le couloir. Elle avait l'air fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. « Tu as vraiment monté un dossier contre moi » a-t-elle dit, sans crier. « J'ai établi un compte-rendu précis » ai-je répondu. « C'est tout. » Elle a secoué la tête et s'est éloignée avec Rask. Patricia et moi avons passé en revue les prochaines étapes dans un café au coin de la rue. Elle a recommandé que nous fassions pression pour obtenir la garde physique complète, tout en accordant à Jolene de larges droits de visite. Elle pensait que notre dossier financier nous donnait une position forte. Je lui ai dit que je voulais que la maison soit vendue, et non pas que Jolene rachète ma part. « Vendue » a-t-elle demandé. « Vous êtes sûr ?»« Je suis sûr » ai-je répondu. « Je ne veux pas que les enfants grandissent dans une maison avec cette histoire. » Un nouveau départ. Elle a hoché la tête et a pris une note. La maison a été mise sur le marché en février. Jolene a emménagé dans un appartement à Norwood. Elle avait voulu garder la maison, avait poussé Rask à plaider en ce sens, mais sans les ressources financières pour racheter mes parts, et avec les 41 000 $ retirés toujours non justifiés, sa position était faible. La vente a été conclue en mars pour 422 000 $. Nous avons divisé la somme conformément à l'accord de divorce. C'était net, c'était définitif, et je n'ai ressenti aucun état d'âme complexe à ce sujet. Ce qui m'a fait ressentir quelque chose, en revanche, c'est l'après-midi où Carla Pierce a débarqué au bureau de Jolene. Vivian avait envoyé à Carla le dossier documentaire complet, photos, relevés d'hôtel, date, sans s'identifier comme expéditrice. Je ne lui avais pas demandé de le faire, mais je ne lui avais pas dit de ne pas le faire non plus. Carla Pierce n'était apparemment pas le genre de femme à traiter une information en silence. Elle est arrivée au bâtiment du bureau de Jolene un mercredi matin et, selon 2 témoins dont les récits me sont parvenus indirectement, s'est tenue dans le hall et a dit, à un volume très élevé, exactement ce qu'elle pensait des femmes qui couraient après les hommes mariés. La sécurité a été appelée. Carla est partie de son plein gré avant qu'il n'arrive. Jolene m'a appelé cet après-midi-là, furieuse. « C'est toi qui l'as envoyé à mon bureau » a-t-elle exigé de savoir. « Non » ai-je dit, ce qui était techniquement exact. « C'est du harcèlement, mal. » « Jolene » ai-je dit calmement. Carla Pierce a découvert que son mari avait une liaison. Elle a réagi. « Ça n'a rien à voir avec moi. » J'ai fait une pause. « Tu devrais peut-être avoir une conversation avec Donovan sur les conséquences de vos actes. » Elle a raccroché. Donovan Pierce, quant à lui, avait été mis en congé administratif par le cabinet dans l'attente d'une enquête des RH. Initiée, d'après ce que j'ai pu comprendre, par quelqu'un du service de conformité de l'entreprise qui avait remarqué les irrégularités de salaire. Il a démissionné 3 semaines plus tard. Je l'ai appris par Denny, qui l'avait appris de Jolene, qui avait appelé son frère pour s'en plaindre. J'ai rangé cette information dans un coin de ma tête et je suis passé à autre chose. Patricia Owens m'a appelé un mercredi après-midi fin février avec les mots pour lesquels j'avais travaillé pendant 3 mois, le juge Hardrove nous a accordé la garde physique principale, a-t-elle dit. Jolene obtient un week-end sur 2 et un soir en semaine, sous surveillance pour les 90 premiers jours, en attendant l'examen de la responsabilité financière. J'étais dans ma voiture, sur le parking de mon travail, quand elle me l'a annoncé. Je suis resté assis là pendant 1 minute sans démarrer le moteur, laissant juste la nouvelle s'installer. Je ne me sentais pas triomphant. Ce n'est pas le bon mot. Plutôt comme un homme qui a porté un fardeau très lourd et qui peut enfin le poser sur un sol solide. Et pour les 41 000, ai-je demandé. Elle a accepté de les reconnaître dans l'accord de conciliation comme des fonds conjugaux détournés à des fins personnelles. Cela sera pris en compte dans le partage des biens. Vous le verrez reflété dans les chiffres finaux. Cela avait été une vraie bataille. Rask avait essayé 3 cadres différents pour qualifier ses retraits.
dépenses personnelles à la discrétion de l'épouse, dépenses du foyer, et même un argument très mal documenté selon lequel une partie de cet argent avait servi à acheter des cadeaux pour les enfants. Patricia avait méthodiquement démonté chaque argument avec des relevés bancaires, des reçus et la simple arithmétique de ce à quoi nos comptes communs avaient réellement servi. La condition des visites sous surveillance provenait de la déclaration de déni et de l'évaluation d'un psychologue pour enfants. Patricia l'avait engagée comme témoin expert, une femme qui avait interrogé Lily et Owen et qui avait noté en termes cliniques prudents qu'Owen en particulier avait exprimé de la confusion face aux absences récentes et au changement de comportement de sa mère. Rien de dramatique, mais c'était suffisant. J'ai récupéré les enfants à l'école cet après-midi-là sans leur dire que quoi que ce soit avait officiellement changé. Nous sommes allés manger une pizza, leur choix, ce qui voulait dire qu'Owen avait insisté pour aller à l'endroit avec les bornes d'arcade, et Lily avait négocié pour avoir des bâtonnets de pain supplémentaires. Assis en face d'eux sur cette banquette, regardant Owen perdre 3 jetons en moins de 60 secondes et Lily lui expliquer patiemment qu'il devait viser différemment, j'ai ressenti le premier bonheur pur et sans complication que j'avais éprouvé depuis des mois. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Raymond Hull et je lui ai fait part du jugement. Il m'a demandé comment je me sentais. J'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire, ai-je répondu. C'est la bonne réponse, a-t-il dit. L'accord de divorce formel a été signé en mars. La vente de la maison avait été conclue à ce moment-là, et les bénéfices avaient été divisés conformément à l'accord. Jolene a emménagé dans son appartement de Norwood avec les meubles qu'elle avait pris de la maison. Nous avons divisé cela raisonnablement, sans drame. Elle avait sa moitié de la vente. Elle avait sa voiture. Elle avait ses enfants un week-end sur 2. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le récit qu'elle avait essayé de construire. Celui où j'étais la raison de l'échec du mariage, à cause de mon emploi du temps, de mes silences et de mon incapacité à être ce dont elle avait besoin. Déni avait fermé cette porte. Le dossier financier l'avait scellé. Le journal de bord des 1002 entrées l'avait verrouillé de l'extérieur. Rask avait fait une dernière tentative lors de la conférence de conciliation finale. Il avait suggéré, de manière un peu détournée, que mes habitudes de documentation agressive laissaient penser que j'étais un homme qui se préparait au conflit plutôt qu'un homme investi dans son mariage. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table de conférence et j'ai dit, j'ai tenu ce calendrier parce que j'étais un père présent. Le fait que cela se soit aussi révélé être une preuve est une coïncidence avec laquelle je vis très bien. Patricia a souri à son bloc-notes. Rask est passé à autre chose. Les enfants et moi avons passé le dernier week-end de mars à conduire jusqu'à chez mes parents à Loveland. Maman a préparé son rôti. Papa a emmené Owen dans le jardin pour lui montrer quelque chose dans le garage. Il construisait un nichoir, et Owen avait apparemment décidé qu'il était un expert en architecture pour oiseaux. Lily était assise à la table de la cuisine avec ma mère, feuilletant un vieil album photo, posant des questions sur les personnes qu'elle reconnaissait et celles qu'elle ne reconnaissait pas. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, à les regarder, et j'ai compris clairement et calmement que c'était cela que j'avais protégé. Pas un mariage qui avait déjà cessé d'être réel. Mais ça, ces enfants, cette cuisine, ce samedi après-midi ordinaire. J'allais très bien m'en sortir. La maison a été vendue un jeudi. J'ai signé les documents de clôture dans le bureau de Patricia, j'ai serré la main de l'agent immobilier et je suis rentré en traversant un quartier dans lequel j'avais vécu pendant 9 ans, sans m'arrêter. Je n'avais pas besoin de m'arrêter. Ce dont j'avais besoin dans cette maison n'y était déjà plus. Les dessins des enfants que j'avais gardés dans un dossier, les albums photos, la petite boîte à bijoux en bois que mon grand-père avait fabriquée et qui trônait sur l'étagère de mon bureau. Tout le reste, ce n'était que des murs. Je louais une maison à Hyde Park depuis février. 3 chambres, un bon district scolaire, un jardin assez grand pour qu'Owen puisse y courir. Les enfants m'avaient aidé à installer leur chambre. Lily avait des opinions très arrêtées sur la disposition de ses étagères. Owen voulait son lit sous la fenêtre. Je les ai laissés prendre toutes les décisions qui leur appartenaient. Le soir suivant la signature de la vente, je fouillais dans la dernière boîte d'objets que j'avais sortie de l'ancienne maison. Le genre de boîte qui contient les résidus hétéroclites d'une vie. Les choses qui n'entrent dans aucune catégorie. De vieilles cartes d'anniversaire. Une montre cassée que j'avais eu l'intention de faire réparer. Une photo de notre voyage pour notre premier anniversaire de mariage à Nashville. Nous deux sur un pont quelque part en centre-ville. J'ai tenu cette photo pendant un moment. Nous avions l'air heureux.
Nous l'étions probablement, à ce moment précis, sur ce pont précis. Je n'ai pas essayé de réconcilier cette image avec tout ce qui a suivi. Certaines choses peuvent être vraies en même temps sans pour autant s'expliquer l'une l'autre. Au fond de la boîte, j'ai retrouvé la lettre, celle que Jolene avait écrite à son amie d'université Karen 14 mois avant notre mariage. Je l'avais lue une fois et je l'avais classée. Je l'ai relue maintenant, debout dans la cuisine de ma maison de location à Hyde Park, avec les enfants endormis à l'étage. Il est solide, Karen. Stable, un bon revenu, une bonne famille. Je pense que c'est le choix intelligent. Je l'ai plié une fois et je l'ai posé sur le comptoir. Puis j'ai pensé aux 17 années que j'avais passées à être solide et stable pour une femme qui avait classé ses qualités dans la catégorie « utile » plutôt que « aimée ». Je n'étais plus en colère à ce sujet. La colère exige un certain niveau d'investissement continu. Et j'avais de meilleures choses dans lesquelles investir. Ce que je ressentais était plus proche de la clarté. Le genre de clarté qui apparaît après qu'une longue tempête soit enfin passée, laissant l'air propre, froid et d'une honnêteté absolue. J'ai jeté la lettre dans la poubelle de recyclage. Je n'en avais plus besoin. Elle avait déjà fait tout ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, j'ai emmené les enfants au parc au bout de la rue de la nouvelle maison. Owen avait décidé qu'une structure d'escalade en particulier était un vaisseau spatial, une décision qu'il avait prise le premier jour et sur laquelle il n'était pas revenu. Lily avait apporté un livre et lisait sur le banc à côté de moi, levant parfois les yeux pour faire un commentaire éditorial sur la mission spatiale d'Owen. J'étais assis là dans la lumière du soleil d'avril et je pensais à la suite. Pas d'une manière anxieuse. De la manière dont un homme pense à un projet qu'il a sincèrement hâte de commencer. J'ai pensé à Kimberly Winters, une femme que j'avais brièvement rencontrée lors d'un dîner de collecte de fonds parrainé par mon entreprise en mars. Un ami nous avait présenté sans arrière-pensée, du moins c'est ce qu'il prétendait. Kimberly avait 43 ans, elle était veuve, et avait 2 beaux enfants adultes issus du premier mariage de son défunt mari. Elle possédait la qualité que j'en suis venu à valoriser le plus chez une personne, elle disait exactement ce qu'elle pensait et on n'avait pas besoin de la décoder. Nous avions parlé pendant environ 20 minutes à ce dîner. Elle m'avait posé des questions sur mon travail avec la curiosité franche de quelqu'un qui veut vraiment savoir, et non de quelqu'un qui meuble la conversation. Quand j'ai mentionné les enfants, elle a souri d'une façon qui ne jouait aucun rôle. Juste une réaction vraie et sans artifice au fait que j'avais des enfants auxquels je tenais visiblement. Je ne l'avais pas encore appelé. Je n'étais pas pressé. Quelque chose concernant le timing devait sembler juste plutôt qu'urgent, et ça ne semblait pas encore tout à fait le moment, mais ça allait venir. J'ai regardé Owen déclarer que le vaisseau spatial avait atterri avec succès sur Jupiter, et commencé le processus complexe de débarquement, qui impliquait apparemment de sauter de la plateforme 2 fois et de rouler dans les copeaux de bois. Lily a levé les yeux de son livre, a évalué la situation et s'est remise à lire. Je me suis adossé à ce banc et j'ai laissé le matin faire ce que les matins sont censés faire. L'offre d'emploi est arrivée à la mi-avril et j'ai failli ne pas l'accepter. Le Consolidated Industrial Group, une entreprise plus grande basée à Nashville, dans le Tennessee, me courtisait depuis 3 mois par l'intermédiaire d'un chasseur de tête avec qui j'avais travaillé il y a des années. Vice-président régional des ventes supervisant cet état, d'importantes parts dans l'entreprise, une équipe de 14 personnes. Le genre d'offre qui aurait fait rouler le mâle de 35 ans plus vite sur l'autoroute rien que d'y penser. Mais j'avais Lily et Owen. J'avais un accord de garde basé à Cincinnati. J'avais un district scolaire que j'avais spécifiquement choisi, un jardin qu'Owen avait déjà décidé être son domaine, et une fille qui venait de me dire qu'elle voulait rejoindre l'équipe de natation du centre communautaire au bout de la rue. J'ai gardé l'offre pour moi pendant 2 semaines sans en parler à personne, sauf au docteur Hull. Décrivez-moi l'obstacle réel, a dit Hull lors de notre séance. L'ordonnance de garde, ai-je répondu. Elle est basée dans l'Ohio. Déménager hors de l'État avec la garde physique principale nécessite soit le consentement de Jolene, soit une modification par le tribunal. Et que dit votre avocate? Patricia dit que nous avons de solides arguments. Le poste représente une avancée professionnelle significative. Je suis le parent ayant la garde principale. Les enfants déménageraient avec moi dans un environnement stable. Elle pense que le juge Hardrove l'approuverait. Et que vous dit votre instinct? J'ai réfléchi à ça. Que Nashville est assez loin pour rendre les visites d'un week-end sur 2 de Jolene compliquées. Que les enfants perdraient la proximité avec leur mère. Hull m'a regardé fixement.
Vous êtes un homme qui fait ce qui est juste, a-t-il dit. Vous savez déjà où cela mène. Il avait raison. J'ai déposé une requête de relocalisation fin avril. Patricia a plaidé sur le fond, avancement professionnel, environnement de garde stable, maintien de l'accès pour Jolene par le biais de visites prolongées programmées et d'appels vidéo réguliers. L'avocat de Jolene s'y est opposé au motif que cela perturberait la relation des enfants avec leur mère. Le juge Hardrove a entendu les deux parties lors de 2 audiences. Lors de la 2e séance, il m'a demandé directement si j'avais pris en compte l'impact sur la relation des enfants avec leur mère. J'ai répondu, oui, votre honneur, c'est pourquoi ma proposition inclut des droits de visite prolongés pendant l'été pour Madame Harrington, 2 visites supplémentaires par an pendant les vacances scolaires au-delà de l'ordonnance standard. Et un engagement à maintenir des contacts vidéo réguliers. Je n'essaie pas de la retirer de leur vie. J'essaie de leur construire une vie meilleure. Hardrove m'a observé pendant un moment. Puis il a approuvé la relocalisation. Jolene ne m'a pas appelé après le jugement. Elle n'en avait pas besoin. Denny m'a envoyé un texto 2 jours plus tard. Elle est bouleversée, mais elle sait que tu agis pour le bien des enfants. Pour ce que ça vaut. J'ai répondu, dis-lui de profiter de chaque visite. Ils ont besoin d'elle. Je le pensais vraiment. Nous avons déménagé à Nashville en juin, juste après la fin de l'école. J'avais trouvé une maison dans un quartier appelé Bellevue. Une construction récente, de bonnes écoles, une rue où les enfants jouaient vraiment dehors le soir. Owen a décidé que le jardin était une planète différente de celle de Cincinnati, ce qui a nécessité une recatégorisation complète de sa géographie imaginaire. Lily a trouvé une piscine municipale en moins de 48 heures et a immédiatement demandé à s'inscrire au club de natation. Je l'ai inscrite le lundi suivant. Mes parents sont descendus pour nous aider à nous installer. Maman a pleuré quand elle est partie, ce qu'elle a nié. Papa m'a donné la même poignée de main et m'a serré l'épaule comme il l'avait fait devant le palais de justice en février. Certains gestes portent plus de sens que le langage ne le peut. Le nouveau travail était exactement ce que l'offre décrivait. L'équipe était pointue, le territoire était vaste, et le travail avait cet élan vers l'avant qui m'avait manqué pendant 2 ans. Je n'utilisais pas mes compétences pour maintenir en vie quelque chose qui s'effondrait lentement. Je les utilisais pour construire quelque chose de nouveau, et la différence dans ce que l'on ressent n'était pas subtile. Kimberly Winters m'a envoyé un texto fin mai. Elle avait obtenu mon numéro par l'ami commun qui nous avait présenté lors de cette collecte de fonds, avec ma permission préalable. Elle m'a dit qu'elle avait entendu dire que je déménageais et voulait me dire qu'elle trouvait que c'était une décision courageuse. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr que ce soit courageux, mais plutôt nécessaire. Elle a répondu, c'est généralement la même chose. Nous avons parlé au téléphone 2 fois avant le déménagement. De longues conversations, le genre où l'on lève les yeux et on réalise que 90 minutes se sont écoulées sans en avoir l'air. Elle avait un humour pince sans rire et subtil qui prenait un instant à atterrir. Elle a posé des questions sur les enfants avec un intérêt sincère. Elle ne jouait aucun rôle. Je lui ai dit que je serais à Cincinnati en août pour l'anniversaire d'Owen. Il voulait rendre visite à mes parents et avait des plans bien précis impliquant le garage de mon père et un projet sur lequel il collaborait. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on aille dîner ce week-end-là. Elle a dit oui sans hésiter. C'était suffisant pour avancer. Le mois d'août est arrivé, chaud et verdoyant, comme le fait le mois d'août dans l'Ohio quand il a décidé de vous rappeler ce que signifie vraiment l'été. Le week-end d'anniversaire d'Owen s'est déroulé exactement comme il l'avait conçu. Vendredi chez mes parents à Loveland. 2 journées entières dans le garage de mon père à travailler sur un kit de moteur miniature qui avait été l'obsession d'Owen pendant 3 mois. Mon père avait la patience d'un homme qui a passé des décennies avec des machines qui demandent de l'attention. Et Owen avait trouvé ses semblables. Lily a lu au bord de la piscine et s'aventurait de temps en temps dans le garage pour observer et faire des commentaires. J'aidais quand j'étais utile et je m'écartais quand je ne l'étais pas. Le samedi soir, je suis retourné à Cincinnati pour le dîner. Kimberly m'avait suggéré un restaurant à Hyde Park, un quartier que je connaissais bien, ce que j'ai apprécié. Elle était déjà à table quand je suis arrivé, regardant le menu avec l'attention concentrée de quelqu'un qui prend la nourriture au sérieux. Et elle a levé les yeux quand je suis entré et a souri de cette même manière dont je me souvenais lors de la collecte de fonds. Direct, sans complication, vrai. Nous avons parlé pendant 3 heures. De son défunt mari, dont elle parlait sans artifice,
avec l'honnêteté terre à accent grave terre de quelqu'un qui a sincèrement fait son deuil plutôt que de le décorer. De son travail, elle dirigeait un petit cabinet d'architecture paysagère qu'elle avait créé après la mort de son mari, un projet secondaire qu'elle avait développé par nécessité, puis par amour pour la chose. De mes enfants et de ses 2 beaux enfants adultes, avec qui elle était restée en contact étroit et qui approuvaient apparemment sa nouvelle entreprise avec une sorte de fierté vocale qui la faisait sourire quand elle parlait d'eux. À la fin de la soirée, elle m'a dit « Vous êtes plus facile d'approche que ce à quoi je m'attendais. » « À quoi vous attendiez-vous » ai-je demandé. « À quelqu'un de plus sur la défensive » a-t-elle dit. « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves récemment. Généralement, les gens construisent des murs. J'en construis quelques-uns, ai-je dit. C'est juste que je ne vis pas à l'intérieur. » Elle a ri, et c'était le genre de rire qui ressemble à quelque chose qui se relâche, comme une fenêtre qui s'ouvre dans une pièce restée fermée trop longtemps. Nous nous sommes dit au revoir sur le parking. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien qu'on refasse ça. J'ai dit que j'aimerais bien aussi. Aucune urgence, aucune pression, juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose pour lequel ça valait la peine de revenir, et qui étaient assez intelligentes pour ne pas précipiter les choses. Je suis rentré à Loveland et je me suis assis sur la terrasse de mes parents dans la nuit d'août, à écouter les cigales s'en donner à cœur joie. Mon père est fini par sortir et s'est assis sur la chaise à côté de moi avec un verre de thé glacé. « Bonne soirée » a-t-il demandé. « Ouais » ai-je répondu. « Bonne soirée. » Il a hoché la tête et n'a rien demandé d'autre. C'est le propre des hommes qui se sont bâtis de bonnes vies. Ils reconnaissent le son d'une vie qui se reconstruit tout près d'eux et ils n'ont pas besoin de forcer la conversation. Jolene a appelé ce dimanche-là pour parler aux enfants avant que nous ne rentrions à Nashville. Lily et elle ont parlé pendant 20 minutes du club de natation. Elle et Owen ont parlé pendant 4 minutes du kit de moteur, ce qui correspondait à peu près au plafond d'attention d'Owen pour les appels téléphoniques. Quand Owen m'a rendu le téléphone, j'ai dit « Ils vont très bien, Jolene. » Un silence, puis doucement « Je sais. Merci pour ça, Mal. » C'était l'échange le plus honnête que nous ayons eu depuis avant que tout ne s'effondre. Je n'ai pas essayé de le prolonger. J'ai juste dit « Je lui dirai de t'appeler mercredi. » Et j'en suis resté là. Le trajet de retour vers Nashville ce dimanche après-midi, c'était 4 heures de livre audio pour moi et un film sur la tablette pour les enfants. Quelque part dans le Tennessee, Owen s'est endormi contre la vitre. Lily avait son casque sur les oreilles et mimait les paroles de ce qu'elle écoutait avec l'assurance insouciante d'une enfant qui ne sait pas qu'on la regarde. J'ai roulé à travers les collines verdoyantes du Tennessee et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. L'épreuve, les confrontations, les salles d'audience, la maison vide à Hyde Park, la lettre au fond de la boîte. J'ai pensé aux 1002 entrées de ce journal de bord, et aux 18 mois précédents où je l'avais tenu sans savoir que j'en aurais un jour besoin, juste parce que ces journées comptaient pour moi et que je voulais en garder une trace. J'ai pensé à ce que le docteur lui avait dit lors d'une de nos dernières séances. Le caractère d'un homme ne se mesure pas lors des années faciles. Il se mesure à ce qu'il reconstruit quand tout ce qu'il croyait solide s'avère ne pas l'être. La ligne d'horizon de Nashville est apparue alors que le soleil se couchait derrière les collines. Owen a bougé et a regardé par la fenêtre. « On est à la maison » a-t-il demandé, encore à moitié endormi. « Ouais, mon grand » ai-je dit. « On est à la maison. » Et c'était la chose la plus vraie que j'ai dite depuis très longtemps.